Wir sind hier in der Geschäftsstelle vom Verein Ärzte gegen Tierversuche und wir haben heute einen ganz besonderen Gast aus Frankreich, konkret aus Paris, hier bei uns. Das ist die Audrey Joglard, die in Frankreich ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Das Buch heißt Profession Animal de Laboratoire. Is it right? Ja. Okay. Ja, das ist ein Buch, was in Frankreich 2015 aufgelegt wurde und dort für eine ganz, ganz große Resonanz gesorgt hat, die bis heute anhält. Und deswegen haben wir gesagt, es ist an der Zeit, dass wir dieses Buch auch in Deutschland bekannt machen. Leider haben wir so ein Buch in Deutschland nicht verfügbar, aber die Situation in Frankreich ist sehr ähnlich wie hier in Deutschland. Also die Missstände, die in Frankreich herrschen, wir müssen davon ausgehen, dass diese auch hier in Deutschland herrschen. Hier gibt es auch Undercover-Untersuchungen, aber dieses Buch hier geht noch sehr, sehr ins Detail, weil wir bekommen verdeckte Gespräche, können wir nachlesen in diesem Buch und deswegen ist das so wichtig für uns. Ja, wir sind ganz froh, dass wir Audrey heute hier haben, um endlich dieses Buch auch in Deutschland bekannt zu machen. Es ist die Second Edition. Ja, exakt. Ja, das zeigt nochmal, wie erfolgreich das Buch war. Audrey, kannst du uns zu Beginn ein bisschen was über dich erzählen, was du beruflich machst und wie du zu dem Thema gekommen bist? Alors bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici déjà. Donc j'ai 31 ans, j'étais journaliste avant et j'enseigne aussi la philosophie, je fais des études de philosophie et je suis auteure et voilà, j'ai écrit un livre précédemment sur nourrir les hommes, sur l'alimentation. Et donc ça, c'est mon autre enquête sur les animaux de laboratoire. Ja, wie würdest du dein Buch kategorisieren? Welchem Genre ist es zuzurechnen? Alors justement, c'est un livre qui est un peu à part et c'est vraiment comme ça que je voulais le construire. C'est-à-dire que c'est à la fois une enquête journalistique avec beaucoup de données, beaucoup de sources, enfin, qui est très documentée. Et aussi toute une réflexion philosophique qui était très importante pour moi sur le mal nécessaire, sur l'humanité, sur son rapport avec l'animal qui infuse tout le livre. Et enfin, c'est un récit et ça c'est un aspect qui est très important aussi parce que c'est un récit subjectif à la première personne qui raconte uniquement ce que j'ai vu et vécu. Et ça permet surtout d'embarquer le lecteur avec soi et c'est un point de vue qui finalement donne un aspect très roman au livre, d'enquête aussi un peu polar. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce que disent les lecteurs et les journalistes. Wenn wir in Deutschland über Tierversuche sprechen, haben die Leute in der Regel sehr viel Angst. Müssen die Leute Angst haben, dein Buch zu lesen? Alors c'est quelque chose qui, effectivement, c'était une vraie question pour mon éditeur et pour moi aussi, parce qu'on s'est dit, oh là là, un sujet pareil, ça va être forcément très compliqué, ça va à l'encontre de l'acte d'achat, où on se dit, on va acheter un livre pour se faire plaisir, alors pourquoi s'infliger ça? Pourquoi s'infliger une lecture qui va être pas forcément très agréable? Et en fait, c'est une vraie surprise, parce que les gens sont curieux. C'est une lecture qui est difficile dans le sens où c'est pas un sujet gai, mais en revanche, et c'est ce que je dis toujours, c'est pas 250 pages de description cauchemardesque, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout mon propos. Et ça se lit vraiment beaucoup plus comme un roman et comme certains lecteurs le comparent à un polar, mais c'est vraiment en fait une réflexion aussi profonde et beaucoup de questions. Y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir et ne peuvent pas savoir. Donc finalement, c'est pas tant une question de peur qu'une question de curiosité en fait que le public a par rapport à ce livre. Ja, uns würde natürlich auch interessieren, Audrey, wie bist du zu dem Thema gekommen? Warum hast du dich für diese verdeckte Ermittlung entschieden und warum hast du dir konkret das Thema Tierversuche ausgesucht? Alors j'avais repris des études de philosophie en fait après mon diplôme et j'ai travaillé sur un mémoire de philosophie que j'ai volontairement axé sur la question du mal nécessaire et son illustration, l'expérimentation animale. Et avec cet alibi un peu du mémoire de philosophie, j'ai commencé à contacter
petit à petit, hein, parce que ça prend des mois et toute cette partie-là, elle est pas dans le livre. J'ai commencé à contacter des gens qui travaillaient, des chercheurs qui travaillaient sur les animaux, qui faisaient des expériences ou qui connaissaient des lieux où j'aurais pu être la bienvenue en tant que témoin, sachant que évidemment j'ai présenté mon mémoire en tant que justification de l'expérimentation animale comme mal nécessaire, alors que c'était plus une question qu'une affirmation, c'est-à-dire peut-on parler de mal nécessaire, puisque c'est la question qui traverse tout le sujet. Et donc voilà, petit à petit, avec ce mémoire, j'ai réussi à approcher des laboratoires. J'ai été recommandée ensuite, et puis une fois qu'on est dedans, on est recommandé de plus en plus, et ça devient de plus en plus facile de rencontrer des gens. Du hast ja sicherlich bei deinen Recherchen auch Dinge gesehen, die nicht so schön waren. Wie kannst du die Situation in so einem Labor beschreiben? Wir kennen hier in Deutschland meistens nur geschönte Aufnahmen von Führungen durch Labore, wo dann Tiere den Experimentatoren teilweise aus der Hand fressen. Wie sieht die Situation tatsächlich aus, wenn eben die Kamera nicht vorhanden ist, die öffentliche? Und kannst du uns da vielleicht auch ein paar Beispiele nennen? Alors, j'ai vu des expériences qui étaient principalement de la recherche fondamentale et de la toxicologie, donc sur des singes, aussi sur des rongeurs et des chats et des chiens. Alors, il n'y a pas de photos volontairement dans le livre qui sont choquantes, mais je trouvais ça important de montrer en fait juste la réalité, en tout cas sans ou choses un peu explicites en termes de graphiquement. Mais je trouvais ça important de montrer en fait ces chiens qu'on ne voit jamais et ces êtres qui sont souffrants et invisibles. Et pour ce qui est des chiens, en l'occurrence, c'est un laboratoire qui notamment a ce qu'on appelle le protocole histoire naturelle, qui est un protocole en fait où on laisse la maladie se développer et envahir l'organisme jusqu'à ce que mort s'en suive, sans traitement. Donc on ne traite pas du tout l'animal, on laisse dégénérer en fait son état jusqu'à ce que la mort arrive. Et voilà, quand j'ai découvert ça, je me suis dit oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on l'a fait une fois, pourquoi est-ce qu'on doit le refaire? Et pourquoi autant de chiens témoins de ça? Et donc voilà, c'était sur la dystrophie musculaire et c'est une maladie qui est extrêmement invalidante, où ils perdent petit à petit toutes les fonctions vitales, donc de se déplacer, respirer, s'alimenter. Vraiment, les fonctions de base ne marchent plus, quoi. Donc c'est très impressionnant et ça, clairement, je ne voyais pas pourquoi répéter une telle souffrance, quoi. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das System Tierversuche viele Beteiligte umfasst, Universitäten, Experimentatoren, aber es gibt natürlich auch Firmen, die die Tiere zur Verfügung stellen, also Züchterfirmen. Du hast mit einer sehr, sehr großen solchen Züchterfirma gesprochen. Und da gibt es ein besonderes Kapitel in deinem Buch. Kannst du uns darüber etwas erzählen? Oui, alors c'est vrai qu'on imagine trop souvent que c'est que les laboratoires ou les expérimentateurs ou les vivisecteurs, mais en fait c'est un puzzle qui est assez énorme et les acteurs de l'expérimentation animale, je voulais tous les rencontrer, avoir leur point de vue, etc. Notamment le directeur d'un élevage, enfin d'une compagnie d'élevage d'animaux de laboratoire qui produit notamment des chiens. Pour les laboratoires, hein, donc une compagnie privée qui s'appelait Arlan, qui s'appelle Envigo aujourd'hui. Et voilà, et cette personne-là, donc c'est le titre d'un chapitre du livre qui s'appelle Rendez-vous avec l'invisible, parce que c'était clairement le fantasme un peu de l'incarnation d'un mal, une personne qu'on ne voit jamais, qui est invisible, qui est responsable d'un profit qui est fait sur la souffrance animale, très clairement. Et c'était justement très important pour moi de réussir à rencontrer cette personne, lui parler, entendre son point de vue, comprendre en fait
comment est-ce qu'on pouvait justifier ce type de métier et cette position lucrative sur la souffrance animale. Eine ganz beliebte Aussage von den Befürwortern von Tierversuchen sind ja, dass man zwischen Leben und Tod entscheiden muss. Also man opfert Tiere zugunsten dem Leben von Menschen. Gerade Kinder werden da sehr häufig für verwendet. Es gibt die Bewegung Protest hier in Deutschland, die haben eine Broschüre aufgelegt, wo vorne auf der Titelseite gefragt wird, wollen Sie lieber die kleine Maus oder den kleinen Säugling retten? Was würdest du Menschen erwidern, die sagen, also sie müssen sich entscheiden zwischen Mensch und Tier? Also ich muss das Tier opfern, um ein Kind zum Beispiel zu retten. Donc le cas d'opposition en fait de l'enfant à l'animal, c'est un cas typique qui évite de rentrer dans le débat. Or il faut savoir que ça se passe jamais comme ça déjà, c'est jamais la vie d'un animal versus un enfant sauvé. Ça c'est juste une expérience purement fictive, ça ne se passe jamais comme ça. C'est au contraire en termes de millions de vies d'animaux sacrifiés pendant des années pour éventuellement peut-être trouver une petite amélioration dans un traitement. Enfin voilà, c'est pas du tout les proportions déjà qu'on prétend. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche n'est pas du tout philanthropique. Et ça, c'est un point sur lequel je tiens beaucoup à insister. C'est-à-dire que quand j'ai découvert que les cancers pédiatriques n'intéressaient absolument pas les laboratoires, parce qu'ils n'étaient pas rentables, je me suis dit, en fait, on est en train de mentir aux gens et de leur dire qu'on fait souffrir des animaux pour sauver des enfants. Mais finalement, les cancers pédiatriques, ils n'intéressent personne et c'est pas rentable. Donc finalement, les laboratoires se concentrent sur d'autres maladies où le marché va être plus important. Donc ça aussi, il faut le dire, parce que la recherche, elle n'est pas du tout philanthropique, justement. Elle est commerciale et ça, il ne faut pas l'oublier. C'était sur Parkinson ou Alzheimer et en fait, le modèle primate n'est pas du tout le même que l'humain. Donc on utilise des reproductions de la maladie, enfin c'est ce qu'on m'a expliqué, et que finalement on reproduit une maladie qui n'est pas une maladie naturelle chez l'animal, on la reproduit artificiellement. On intoxique donc les singes au gaz par exemple. Et tout ça fait que c'est pas une recherche qui va de soi par rapport à la physiologie humaine, quoi. Donc de mon point de vue, c'était énormément de souffrance pour très peu de résultats, en tout cas, une recherche fondamentale qui nécessite énormément de moyens, de budget, de souffrance, et qui ne rend pas de compte finalement dans ce qu'elle fait, quoi, aux malades comme au grand public. Wir haben jetzt einige Dinge gehört. Mir ist nochmal ganz wichtig herauszuarbeiten, was sind die Gründe, warum Tierversuche deiner Meinung nach in der heutigen Zeit, obwohl wir bessere Methoden haben, noch gemacht werden? Alors il y a plusieurs raisons. C'est pas, à chaque fois, c'est pas une seule raison, c'est plutôt un faisceau de raisons qui s'imbriquent. Il y a évidemment le besoin de publier qui est très important et qui commandite beaucoup d'expériences. Parfois des expériences redondantes, justement, ce qui a été fait sur une espèce, on va le refaire sur une autre espèce pour avoir de nouvelles expériences. Donc c'est un besoin de publication qui est plutôt carriériste, si je puis dire. Il y a la version changement aussi, c'est-à-dire qu'on ne change pas un protocole qui marche et si ça marche sur l'animal et si on a toujours fait comme ça, il y a une vraie aversion au changement en général qui est présente. Ensuite, il y a les subventions aussi, c'est-à-dire qu'il y a des budgets qui sont alloués uniquement à la recherche qui est faite sur les animaux. Donc forcément, si on veut avoir ces budgets-là, il faut faire des expériences sur les animaux. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que l'habitude aussi, la hiérarchie, on n'ose pas s'élever contre une pratique qui est totalement habituelle en fait et normalisée depuis toujours, depuis le début du cursus en fait. Donc tout ça fait que au final on ne remet pas en cause l'expérimentation animale quand on se retrouve dans une unité de recherche.
Wir leben ja heute in einer Zeit, wo wir ganz moderne Methoden zur Verfügung haben. Wir können kleine Mini-Organe im Labor züchten, aus menschlichen zum Beispiel Hautzellen können wir kleine sogenannte Organoide, also Mini-Organe im Verhältnis 1 zu 100.000 bauen. Das ist sogar möglich mit Mini-Gehirnen, Mini-Lungen, Mini-Nieren, das ist alles möglich und man kann das auch heutzutage schon auf kleine sogenannte Multi-Organ-Chips platzieren, die dann einen kleinen Minimenschen repräsentieren. Das sind ja hochmoderne, hochinnovative Methoden. Du wirst ja sicherlich mit den Leuten auch gesprochen haben, warum sie nicht auf diese modernen, innovativen Methoden setzen, sondern weiterhin mit Mäusen, mit Ratten, Affen forschen, obwohl es diese Möglichkeiten gibt. Kannst du uns darüber Auskunft geben? En fait, c'est un aspect, moi, qui me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé par rapport à la directive cosmétique. C'est-à-dire que, de l'aveu d'un des dirigeants de L'Oréal, ils se sont retrouvés, parce que la législation, en fait, a progressé, les entreprises et les industries cosmétiques se sont retrouvées obligées à devoir, du coup, chercher des méthodes alternatives et à les mettre en place. Et ils n'avaient pas anticipé que la législation européenne interdirait les tests sur les cosmétiques aussi vite. Et finalement, on a exactement la même chose pour les expériences sur les animaux, de mon avis. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui existent, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas diffusées, qui ne sont pas encouragées financièrement et administrativement. Et finalement, si la législation demain obligeait de passer par ces méthodes-là, ça ferait la même chose que pour les cosmétiques. C'est-à-dire que des entreprises qui pour l'instant sont des start-up ou des entreprises privées, du coup se retrouveraient submergées de travail. Et aujourd'hui, les comités d'éthique qui sont censés regarder justement s'il n'y a pas de méthode alternative qui existe, ne font pas ce travail en fait de recherche. Et c'est là où on a un problème, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher et passer du temps à chercher s'il y a des méthodes alternatives, si pour eux c'est juste du travail supplémentaire. Donc je pense que l'exemple qui s'est produit sur les cosmétiques est une bonne chose. Ça montre que quand la législation impose, finalement on trouve les méthodes, on les cherche et on les applique. Audrey, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Mich würde nochmal interessieren, wie kannst du die Reaktion in Frankreich nochmal zusammenfassen? Wir wissen ja, dass du sehr viel Reaktion erfahren hast von den Medien, von der Öffentlichkeit. Kannst du uns das nochmal zusammenfassend beschreiben? Was ist in Frankreich passiert? La réaction des médias, elle a été assez surprenante parce qu'en fait, quand le livre est sorti, il y a eu une certaine... Pas un certain tabou, mais voilà, il y a des médias qui devaient en parler qui ne l'ont pas fait. Il y a eu des pressions, on l'a su après. Une émission de télé qui s'est pas faite parce que voilà, les annonceurs étaient liés aussi au laboratoire. Donc il y a eu des choses comme ça à la sortie du livre. Et sur le coup, j'étais très déçue parce que je me suis dit, voilà, finalement, je savais que ça allait être compliqué. Et puis ça a pris du temps et finalement, de plus en plus de médias ont commencé à en parler. Et ensuite, ça a été de plus en plus facile. Et c'est là où j'ai commencé à toucher des grandes radios. Et puis la télé s'y est intéressée. Et puis il y a eu de plus en plus d'articles. Donc... Finalement, après, on ne peut pas ne pas en parler quand tous les autres médias en ont parlé, donc c'est de plus en plus facile. Et la curiosité des gens qui faisait que le livre se vendait malgré un sujet très difficile, anti-marketing au possible, si je puis dire. Donc finalement, la réaction des médias, elle est venue plus tard, mais elle a été massive et très importante. Je ne pouvais pas avoir plus que ce que j'ai eu en médias. Et donc ça, j'en suis ravie pour la cause, ça c'est sûr. Ça montre qu'il y a vraiment un changement qui est dans l'air du temps. Ja, das hört sich ja alles extrem erfreulich an. Also dein Buch ist ja richtig eingeschlagen in Frankreich. Wir würden natürlich hoffen, dass Deutschland das jetzt aufgreift und dass sich ein Verlag findet, der dein Buch übersetzt und auflegt. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, auch die Situation hier in Deutschland voranzubringen. Jetzt würde uns natürlich abschließend interessieren, was sind deine Pläne für die Zukunft? Du hast eine neue Organisation in Frankreich gegründet, vielleicht kannst du uns darüber auch noch etwas erzählen.
Alors, je voulais pas que le livre soit juste un livre et que dans 5 ans, on dise «Ah, mais ça, c'était il y a 5 ans, maintenant c'est fini, ça ne se passe plus du tout comme ça». Donc, je me suis dit, il faut continuer ce genre d'enquête. Je voulais pas au début monter une association parce que je me disais, il y a beaucoup d'associations qui existent déjà. Et en fait, c'est des grosses associations en France qui m'ont conseillé de le faire et qui m'ont dit, bon, il faut continuer ça et à ce moment-là, continue et crée une association uniquement pour faire des investigations et des enquêtes. Et donc c'est ce qu'on fait avec cette association qui s'appelle donc Animal Testing et qui n'existait pas, qui n'avait pas d'équivalent en France avant. Et en fait, on fait uniquement des enquêtes et de l'investigation sur l'expérimentation animale. On ne fait pas de manifestations, on ne fait pas de tracts, on ne fait pas de choses comme ça. Et on fait uniquement des images et des témoignages. Et voilà, c'est le but, c'est la suite du livre pour que ça continue. Audrey, jetzt sind wir am Ende angekommen und ich bin ganz begeistert. Ich ziehe ein absolut positives Fazit aus deinem Besuch hier. Wir haben höchst interessante Informationen bekommen, die eben zeigen, Tierversuche sind grausam, sind sinnlos. Hier in Deutschland behaupten die Experimentatoren, dass das alles nicht der Wahrheit entspricht, dass Tierversuche in der Regel nichts anderes sind wie die Blutentnahme beim Tierarzt. Du hast gezeigt, dass es de facto anders aussieht und dafür danke ich dir sehr. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg oder unserem weiteren Weg, bis wir es endlich geschafft haben, die Tierversuche abzuschaffen. Vielen Dank, Audrey. Merci beaucoup, j'étais ravie de venir et surtout je pense que c'est pas un combat qui se mène pays par pays mais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus global et qu'à partir du moment où un pays a des initiatives qui marchent ou montrent des choses ou dénoncent des choses, ça peut que encourager quelque chose de plus global. Donc merci beaucoup.